Bonjour, bienvenue à LVA TV. Ce matin, nous sommes quasiment dans une tradition. Nous parlons avec Sylvain Charlebois, que nous rejoignons souvent maintenant par Skype. Sylvain, vous êtes à Dalhousie, on le voit derrière vous, le sac nous le dit. On voulait savoir, en fait, notamment sur le sujet pour lequel on se parle essentiellement ce matin, sur le bœuf, votre passage, en fait, la semaine dernière, si je ne me trompe pas, à Beef Alberta. On voulait que vous nous parliez un petit peu de la filière du bœuf et les comparatifs avec le Québec, notamment parce qu'on a sorti, nous, récemment un texte qui disait qu'on consomme 660 000 têtes de bœuf au Québec et en fait, on en produirait aujourd'hui à peu près 85 000 selon les sources que nous avons obtenues versus 285 000 il y a 10 ans. Donc, il y a une filière qui est en chute. Comment vous évaluez ça, vous, de votre côté, et qu'est-ce que vous avez entendu en Alberta sur le bœuf? En Alberta, ça a été une visite assez intéressante. D'abord, on voit que la filière prend beaucoup de place, hein, parce que j'offrais aux 700 personnes qui étaient sur place une conférence d'environ 1 heure. Et après moi, c'était la première ministre de l'Alberta en pleine campagne électorale, pratiquement. Alors, on voit que vraiment, cette filière-là a une importance politique et économique au sein de l'Alberta qui est inégalée. Mais c'est une filière aussi qui est bien organisée aussi. Hein. Il y a une capacité de transformation qu'on n'a pas au Québec. Il y a une capacité de production qu'il n'y a pas au Québec. On a misé beaucoup sur ces économies d'échelle. Mais je vais vous avouer, Yannick, là, le marché domestique, c'était pratiquement pas un sujet auquel on a discuté. C'était vraiment, on parlait beaucoup de traités signés à l'international dernièrement avec l'Europe, l'Asie, bon, maintenant avec les États-Unis et le Mexique. C'était vraiment ça. Évidemment, moi, je parlais beaucoup du consommateur urbain, omnivore, préoccupé par un paquet de choses comme l'environnement, le traitement éthique animal et le prix du produit comme tel. Là. Mais c'était dans un contexte non seulement nord-américain, mais mondial. C'est un vent de changement qui affecte l'ensemble de la planète industrialisée. Alors, c'est pour ça que les producteurs de bœuf sont un peu préoccupés par pas nécessairement le véganisme là, ou le végétarisme, mais c'est que le consommateur vraiment voit le bœuf de façon complètement différente que d'il y a à peine 5 ans. Là. Mais quand vous dites que c'était plus en fait une discussion sur l'exportation du bœuf que sur le marché domestique, mais quand vous dites, Sylvain, qu'il n'y a pas de problème de transformation en fait, dans l'Alberta, c'est-à-dire qu'il y a encore des abattoirs à proximité en Alberta? Oui, absolument. Il y en a plusieurs, en fait, de licence fédérale. Donc, ce sont des abattoirs d'envergure, notamment Brooks, qui appartenait à GBS pendant une époque. Ce sont des abattoirs là, vraiment où on peut abattre là, des milliers de têtes par jour. Là. Donc, c'est pas des petits abattoirs. Ce qui manque un peu au Québec, à mon avis, c'est cette capacité-là. Et le choix aussi, parce que Mais il y a eu la capacité à l'époque de Colbex, en fait, d'avoir un abattoir d'envergure, en fait, au Québec. Bien, il y a deux choses qui ont été sous-estimées, à mon avis, dans le cas de Colbex. C'est d'abord le modèle de financement qui était un peu tout croche. Mais il y a aussi l'aspect de la distribution. Souvent, les producteurs, lorsqu'ils décident de prendre le contrôle du maillon de ce maillon de la chaîne-là, la transformation, on sous-estime vraiment l'importance du marketing, de la distribution, de connaître ses clients, de bien les connaître aussi. Donc, Sobeys, Loblaws et tout ça. Et il faut savoir comment faire des affaires avec ces gens-là. Mais en termes de marketing, il y a un effort qui est fait. Bon, le Colbex, c'est terminé, on sait la faillite que ça a été, mais depuis Colbex, il y a un effort de la part de Bœuf Québec. La première fois que Bœuf Québec a fait un show en fait, à l'ITHQ, ça représentait à peu près 2% de la production bovine au Québec. On nous dit aujourd'hui qu'il produirait environ 8 000 têtes par année sur les 85 000, donc 8 à 10%. Ça reste du marketing, Bœuf Québec. Est-ce que vous y croyez, vous, à un développement d'un Bœuf Québec tracé? Moi, oui, en fait. Ben, moi, je trouve que c'est un bon concept. C'est un concept qui a du mérite. Il faut commencer à une petite échelle. Hein. L'Alberta, c'est un peu la même chose. Évidemment, c'est une filière qui a beaucoup d'envergure, mais ça n'a pas toujours été le cas.
ça a pris quand même des années là, pour en arriver à ça. Dans le cas de Bœuf Québec, à mon avis, on a le potentiel de développer un créneau intéressant pour le marché québécois, d'abord et avant tout, mais aussi pour ailleurs. J'ai l'impression que la façon... Il faut bien s'outiller, par exemple. C'est ça qui est l'essentiel. Puis, comme je l'ai dit au mois de novembre à Drummondville, le point faible de la stratégie demeure la transformation. Il n'y a pas de choix. Donc, il arrive un pépin. Mais est-ce que ça veut dire un retour d'un abattoir d'envergure? Pas immédiatement, mais il faudrait au moins avoir 2 abattoirs pour offrir le choix aux entrepreneurs, aux producteurs. Parce que là, actuellement, s'il y a un pépin à cette usine-là, comme ça s'est passé à Brooks, en Alberta, par exemple, il y a quelques années avec Excel Foods, là, à ce moment-là, on vient de mettre à terre non seulement une industrie ou une compagnie, mais une marque qui a pris beaucoup de temps et d'énergie à développer. Comme vous disiez tout à l'heure, en Alberta, on n'était pas trop sur le marché domestique, on s'inquiétait plus de l'exportation du bœuf en soi. Est-ce qu'il y a quand même cette volonté, est-ce que vous sentez une volonté de la part des Albertains, vous, d'avoir accès à un bœuf qui vienne de leur province? Est-ce qu'ils ont cette volonté du trademark comme le Québec veut l'avoir? Non, c'est pas le bœuf canadien, donc leur marque à eux, c'est Canada, parce que évidemment le bœuf albertain est vendu partout au pays, en Amérique du Nord. Alors c'est certain que eux ils valorisent la feuille d'érable plus que évidemment la rose sauvage qui est l'emblème de l'Alberta. Il faut comprendre que eux ils voient le monde. Ils exportent en Corée, ils exportent en Europe, ils veulent exporter encore plus. Là. Et c'est ça qui est le but ici pour ce qui est de la filière bovine albertaine. Ouais. Alors qu'au Québec, on a plus une vision actuellement de la traçabilité au Québec pour le Québec, en fait. C'est ce que je comprends. Oui, bien, c'est d'aspirer à autre chose, à mon avis, serait peut-être un peu dangereux parce que quand même, il faut bien comprendre que produire du bœuf, c'est pas... c'est une aventure à haut risque, il faut qu'on bien comprendre. Il faut investir beaucoup d'argent à la ferme pour produire du bœuf qui a de l'allure. Et si on suit un cahier de charge qui amène au marché un bœuf de qualité, à ce moment-là, ça vaut la peine. Il y a quelqu'un dans nos sources récemment qui nous a dit la solution pour le Québec serait peut-être de dire, puisqu'on ne fait plus que 85 000 têtes par année, pourquoi on ne ferait pas un bœuf spécifiquement Québec, pas d'OGM, pas de stéroïdes, qui lui serait vraiment en traçabilité complète Québec? Est-ce que c'est réaliste ça, de monter juste notre production sans OGM, sans stéroïdes? Ben, l'initiative qu'on voit dans l'Ouest, parce que les Albertains ou les Canadiens tentent de redéfinir un peu le bœuf, compte tenu de ce qui se passe avec le marché. Je pense, à mon avis, que le Québec pourrait prendre l'avant. Parce que c'est tellement petit, ils peuvent risquer de faire toutes sortes de choses, mais à mon avis, je favoriserais l'approche niche. Une approche beaucoup plus, pas élitiste, mais spécifique. Et puis vendre un bœuf plus cher, c'est quelque chose que c'est un luxe que Bœuf Québec a par rapport à l'Alberta. L'Alberta ne peut pas aller de l'avant avec un produit de luxe. Tandis qu'au Québec, on le voit dans les statistiques, 25% de toutes les recettes au Canada, pour ce qui est des ventes au détail, en alimentation, c'est au Québec. Et c'est au Québec, on a à peine 20% de la population. On voit vraiment que les Québécois payent beaucoup plus cher pour leur nourriture que les autres Canadiens. Et pour terminer, Sylvain Charlebois, deux questions qui sont en lien avec le syndicat. On a sorti un texte récemment qui s'appelle l'UPA partout. On faisait la nomenclature en fait, de présence de différents administrateurs provenant de l'UPA, ce qui avait été souligné au départ par l'Union paysanne, à l'IREC, à l'IRDA, à Valacta, etc. Ce matin, Thomas Germain de Radio-Canada ressort en fait un texte un peu similaire où il va même plus loin en donnant les détails des différents budgets du MAPAC qui soutiennent ces organismes-là. Lui, il oriente plus, je dirais, le lobbying ou l'ingérence vers les compagnies privées que vers l'UPA, même s'il nomme aussi des gens comme M. Caron ou autres. Vous, c'est quoi votre perception de cette, comme dirait l'Ordre des agronomes, pour reprendre le terme, cette omniprésence de l'UPA dans ces organisations? Oui, ben c'est... Et où la
le savait. Dans le secteur, tout le monde le savait. C'est que ce qui se passe actuellement avec les journalistes comme Thomas Gerbet, c'est qu'on politise le problème finalement. Puis il est grand temps, ça fait des années que l'UPA est blâmé pour tout contrôler, mais sans jamais ouvertement les blâmer ou blâmer le syndicat. Simplement parce qu'on a un seul syndicat. Il y a beaucoup trop de pouvoir à Longueuil. Et puis, il y a eu un abus. Il y a de l'abus. Il y a encore de l'abus. Et il est grand temps qu'on ait un débat sur le monopole syndical qui existe au Québec. Ouais, c'est simplement ça qui se passe là, actuellement. Mais ça va prendre quand même du temps parce que l'agriculture demeure un mythe pour beaucoup de citadins. Alors, ça va prendre quand même beaucoup de scandales, comme le scandale Robert, par exemple. Il va falloir qu'il y en ait d'autres avant de mobiliser, en fait, la classe politique et économique vers quelque chose de mieux. Mais quand vous dites, Thomas Gerbet poétise en fait le sujet, en même temps, en fait, il amène le sujet dans un média généraliste, donc il conscientise la population en dehors de l'agriculture à cette problématique qu'ils ne comprennent pas. Oui, mais il faut aller chercher les gens avec des problématiques qui leur tiennent à cœur. Robert, c'est un cas qui est quand même important parce que les gens peuvent comprendre ce qu'est un congédiement illégitime. Parce que tout le monde a un emploi. Fait que les gens peuvent comprendre cet aspect-là. Mais dans le cas de l'ingérence en agriculture, ou pour ce qui est de la recherche en agriculture, c'est quelque chose d'un petit peu plus abstrait et plus difficile pour le commun des mortels de comprendre. Il va falloir qu'il y ait d'autres scandales, comme le scandale de Robert, pour mobiliser ou faire changer des choses, à mon avis. Là. Je suis un peu pessimiste, là, malheureusement, mais il va falloir qu'il y ait d'autres choses que juste des petites mentions ici et là dans les nouvelles. Là. Puis pour terminer, je sais que vous m'avez dit que vous avez eu le temps de le voir apparaître sur le Twitter ce matin et sur notre site, mais vous n'avez pas eu le temps de lire l'entrevue. On vient de mettre en ligne une entrevue avec la présidente de la FNSEA, qui est le principal syndicat agricole en France. D'ailleurs, c'est une présidente qui est là pour la première fois depuis 71 ans. Et dans le début de l'entrevue, en fait, elle se félicite, entre autres, d'être encore le syndicat majoritaire, puisqu'il y a le pluralisme en France, et d'avoir 55% des producteurs derrière elle. Qu'est-ce que ça vous inspire? Là, on voit vraiment une véritable représentation légitime. En fait, ce mouvement-là, cette organisation-là représente 55% des producteurs en France parce que ce regroupement-là le mérite. On a travaillé pour ces membres-là et on travaille pour ces membres-là. Dans le cas de l'Union des producteurs agricoles, si on a à faire le lien avec le Québec, c'est par la loi qu'on obtient le support des producteurs. Et pour moi, ça ne vaut pas grand-chose. Monsieur Charlebois, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.